Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale est entrée de plein pied dans le vif du sujet. La deuxième session ordinaire consacrée à la loi de finances gestion 2013 a entendu les hypothèses et grandes lignes du budget présentées par le ministre de l'économie et des finances. Tourisme et énergie renouvelables proposés à la réflexion à l'occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée aujourd'hui. Le secteur est présenté comme un grand consommateur d'énergie et recherche des solutions palliatives. Ainsi donc, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale était consacrée hier à la présentation du ministre de l'économie et des finances sur le cadrage budgétaire gestion 2013. Lucien Marie-Noël Bébamba a donné aux députés des explications sur les hypothèses et les grandes lignes qui ont guidé l'élaboration de ce projet de loi. Reportage Sylvain Bébamba. C'est le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, qui est retenu comme principal outil de programmation budgétaire au Burkina Faso. Dans un environnement économique international et national marqué par un fléchissement de la croissance, la flambée des prix des produits pétroliers, le renchérissement des denrées alimentaires et la mauvaise pluviométrie, ce cadre triennal glissant vise à dégager des prévisions de ressources globales et à les affecter à la mise en œuvre des grands programmes de développement économique et social. Les priorités que nous avons proposées pour le budget 2013 s'appuient sur les ambitions qui ont été définies, d'abord dans le cadre du programme présidentiel, au niveau de la SCAD, mais aussi en tenant compte de l'environnement international, notamment sous-régional. Elles sont au nombre de 4. La première priorité, c'est ce que nous avons dit, le renforcement de la croissance. Quand pour le programme présidentiel, la SCAD, on met l'accent sur la croissance. Il faut qu'il y ait une croissance forte, une croissance qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse pour les pauvres. La deuxième priorité, c'est la consolidation des acquis sociaux. La consolidation de l'éducation, la santé, l'emploi, l'accès à l'eau potable. Troisième prioritaire, c'est la bonne gouvernance et le contre la corruption. Je pense que vous êtes témoin aujourd'hui de l'engagement du gouvernement dans ce domaine-là. Et enfin, la dernière priorité, c'est la défense du territoire national et la sécurité intérieure. Ça, vous comprenez aisément. Vous voyez le contexte sous-régional. Avec ce qui se passe au Mali, les risques que cela pèse, on ne peut pas ne pas anticiper. Les prévisions 2013 du CBMT 2013-2015 prévoient pour les grandes masses du budget de l'État environ 1 551 milliards de dépenses contre plus de 1 335 milliards de recettes. 17 parlementaires et anciens parlementaires ont reçu mercredi des distinctions honorifiques pour leur dévouement à la cause de l'organisation de la francophonie et au renforcement de la démocratie. Ils ont été distingués dans l'ordre de la Pléiade, de la francophonie et du dialogue des cultures au cours d'une soirée de gala. Reportage Annalise Sikiri. Voici les récipiendaires de l'ordre de la Pléiade, de la francophonie et du dialogue des cultures. 5 ont été élevés au rang de commandeurs. 10 ont été faits officiers et 2 chevaliers. Ces parlementaires et anciens parlementaires, anciens ministres, directeurs de l'administration parlementaire ou leurs représentants éprouvaient tous des sentiments de reconnaissance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, grand chancelier de l'ordre de la Pléiade et des premiers responsables de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui leur ont permis d'avoir ces distinctions honorifiques. Je voudrais exprimer une satisfaction, non pas à mon égard, mais surtout à l'égard du personnel de l'ensemble de ma direction, qui m'a épaulé dans cette tâche pendant cette législature. Et je suis sûr que c'est grâce au travail du personnel que j'ai pu obtenir cette décoration. Si nous avons été distingués, c'est en rapport avec une fonction, celle de communicant d'une institution. Et ce sentiment, je les partage avec tous les collaborateurs avec qui, depuis plus d'une dizaine d'années, nous essayons plus ou moins de relever les défis qui sont ceux qui se posent à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Les heureux récipiendaires s'engagent à redoubler d'efforts pour mériter ces décorations. C'est en même temps une invite parce que je ne suis pas seule et je n'ai su qu'à mon premier mandat de siège et être décoré au rang de commandeur, c'est un mérite. Et c'est en même temps un encouragement pour moi. Ça constitue un grand jour. Tu m'interpelles par rapport à ce que je fais chaque jour, dans la mesure où j'ai eu la confiance du président de l'Assemblée nationale. Tu as quand même défendu mon dossier
et tu me permets aujourd'hui d'être honoré et d'être décoré. Le Premier ministre, qui a tenu à être présent à la cérémonie, en compagnie d'autres membres du gouvernement, a félicité les personnalités distinguées. Je voudrais naturellement adresser toutes mes félicitations aux différentes personnalités qui sont pour la plupart issues du monde parlementaire pour cette distinction. Je crois qu'ils méritent amplement, sans doute pour l'ensemble des actions qu'ils ont menées à travers le Parlement pour renforcer la francophonie à travers le monde. C'est pourquoi le gouvernement tenait à être là pour marquer donc sa solidarité avec toutes ces personnes. Pour joindre l'utile à l'agréable, la cérémonie de décoration a été marquée par la prestation d'artistes musiciens du terroir. Le Burkina célèbre aujourd'hui la journée mondiale du tourisme au moment où se tient à Ouagadougou le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie CITO. Une conférence initiée par le département du tourisme a permis au ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie de présenter la politique nationale en matière d'énergie renouvelable pour coller au thème de cette année. Marguerite Douaniou. Pour la célébration de cette journée mondiale du tourisme au Burkina Faso, les responsables du département en charge du tourisme ont voulu cette conférence qui a ouvert le débat ce matin autour du tourisme et l'énergie durable. La problématique des changements climatiques préoccupe tous les secteurs d'activité et celui du tourisme n'est pas en reste. Dans nos pays, effectivement, la question d'énergie, j'allais dire qu'elle est vraiment cruciale. D'ailleurs, pour tout développement, ça part par l'énergie d'abord. C'est extrêmement important. À partir du moment où l'électricité a fait son apparition, on a vu vraiment que les pays ont eu un envol. C'est de d'abord voir comment est-ce que vraiment dans notre pays nous pouvons résoudre cette question-là d'abord. Parce que vous êtes toujours témoin, n'est-ce pas, de nombreux délestages. Et dans certains pays comme le Sénégal, vous voyez vraiment comment toutes les installations de façon générale, depuis la colonisation, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, sont très vétustes. On dit le secteur touristique grand consommateur d'énergie. Et selon les spécialistes, il serait également responsable d'au moins 5% de la pollution atmosphérique. La journée mondiale du tourisme donne l'occasion aux acteurs burkinabés d'afficher leur ambition pour cette option, surtout que les ressources nécessaires existent au Burkina Faso. Nous avons un potentiel, qu'est le soleil. Et je crois que réellement, si nous avions toutes les coudées franches, ce serait réellement de mettre en avant l'exploitation de cette énergie-là. Donc je crois qu'il y a nos pays sous-développés et nous avons des potentiels. Et je crois que notre pays est dans la bonne voie également dans ce sens-là, de pouvoir exploiter vraiment toutes ces sources d'énergie. Et pour l'occasion, la conférence a permis un exposé sur la politique nationale en matière de promotion d'énergie renouvelable. Le ministère des Mines et des Carrières a conduit pas mal de projets en vue de promouvoir les énergies renouvelables. Vous vous souviendrez sans doute des projets d'équipement des centres administratifs, surtout des hôpitaux, un système solaire photovoltaïque et tout récemment le développement des biocarburants à travers des promoteurs privés. Selon les spécialistes, le Burkina Faso a le potentiel pour développer les énergies renouvelables. L'expérience qui se mène depuis quelque temps dans le domaine a fait ses preuves et les opérateurs privés peuvent d'ores et déjà, et s'ils le désirent, opter pour ces sources d'énergie. Faire découvrir les potentialités touristiques de 3 régions du Burkina, objectif d'un voyage de tour opérateurs et de journalistes dénommé EducTour 2012. De Lango au Pic Naouri en passant par le musée du Warba de Zorgo et la cour royale de Tiébélé, ces VRP ont pu mesurer l'étendue des richesses touristiques burkinabées. Arsène Ivaris Kabore. Les sculptures sur granit de Lango et le musée du Warba de la région du plateau central, l'habitat Gourounsi de Tchébélé, le ranch de gibier de Nazenga dans le centre-sud, voici entre autres les sites qui ont été choisis pour faire la promotion du tourisme à travers EducTour 2012. On invite des tours opérateurs, la presse internationale, la presse nationale à aller découvrir. En fait, on élabore un circuit et on leur fait faire ce circuit-là, en espérant que ça va plaire aussi aux tours opérateurs et ça va retenir l'attention de la presse et qui va relayer. Et c'est surtout ça l'objectif de l'EducTour. Et on espère que ces tours opérateurs vont nous programmer dans leurs plaquettes et ils vont amener des groupes au Burkina.
Lango, dans le plateau central, les tours opérateurs et les journalistes ont eu droit à une visite guidée. Genèse de Lango, commentaire sur un certain nombre d'œuvres qui font la fierté du site et une animation digne d'un jour de fête. Le musée du Warba, danse traditionnelle de la région du Ganzourgou, a aussi retenu l'attention des visiteurs. Des instruments de musique et des effets d'habillement des musiciens et danseurs ont été présentés. Dans le centre-est, les tours opérateurs et les journalistes ont été hébergés au centre écotouristique de Bagré. Au deuxième jour, les visiteurs étaient dans la région du centre-sud. Première étape, la cour royale de Tchébélé. Là, le guide a retracé l'histoire de l'implantation de la famille royale et expliqué la signification des décorations sur les murs. Le Naouri, c'est aussi le ranch de gibier de Nazenga. D'une superficie de 91 300 hectares, ce ranch regorge d'animaux sauvages, mais c'est l'éléphant qui a beaucoup intéressé nos visiteurs. Le Burkina, je ne connaissais pas, j'avais peu d'idées. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne connaissais pas. Mais jusqu'ici, ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. J'ai beaucoup aimé les paysages, tous les paysages qu'on a fait depuis notre départ de Ouaga. On a vu quelques animaux, en particulier des éléphants qui étaient furieux, qui ont voulu nous emporter ou nous envoyer au ciel. Et puis, crocodiles, les babouins et d'autres singes. Normalement, c'était plus difficile, ce qu'on disait, de voir des animaux, des bêtes sauvages. En réalité, on a eu la chance de voir beaucoup d'éléphants. Donc c'est vrai que l'état des routes en ce moment c'est un peu plus difficile, mais quand même il y a toujours des chances de voir des animaux sauvages. Bon, en plus les autres sites que nous avons vus, bon, il y a des merveilles parmi lesquelles Tchébélé. Par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part, si ce n'est pas le Burkina ou bien le nord de Ghana. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. La sortie des tours opérateurs et des journalistes s'est achevée avec l'ascension du pic Naouri. Les alpinistes d'un jour ont pu mesurer leur capacité à grimper les 450 mètres du pic. Et on a vu le tourisme culturel, on a vu le tourisme de chasse. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas ce campement. Et je me rends compte qu'on a beaucoup de richesses qu'on ignore nous-mêmes, que la population burkinabé ignore. Et je me rends compte que sans le dire, le gouvernement fait beaucoup de choses. Parce qu'il suffit d'arriver là pour savoir qu'il y a des actions qui sont menées, même si le grand public n'est pas au courant. Il y a eu quand même une mauvaise note dans cette histoire parce qu'on se rend compte à tourner dans le pays qu'il y a beaucoup de potentialités, mais que nous n'avons pas les moyens d'exploiter. Il y a eu quand même une certaine frustration, quoi. EducTour 2012 a aussi été une occasion pour les tours opérateurs et les journalistes de vivre les réalités du thème du CITO 2012. Tourisme et transport au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure desserte? Et à propos de transport, clôture du symposium international sur le transport et la logistique en Afrique, Translog. Pendant 3 jours, les participants ont planché autour du thème « Transport en Afrique, comment promouvoir la chaîne logistique dans le contexte économique, financier et technologique actuel ». Au terme des travaux, des recommandations ont été prises. Yacouba Goro. Fin de la 3e édition de Translog Africa, le symposium international sur le transport et la logistique en Afrique. Pour cette édition, environ 400 participants, composés d'experts et acteurs de la chaîne du transport et de la logistique, ont eu 72 heures pour partager leurs expériences à travers une série de communications. Ces échanges ont surtout porté sur les préoccupations pressantes du monde de la logistique et des transports, à savoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur du transport. Au terme des travaux, des conclusions suivies d'une douzaine de recommandations ont été prises. Il s'agit entre autres des recommandations relatives au comité de suivi, des recommandations sur les taxes de surcharge portuaires souvent injustifiées et celles sur les taxes appliquées aux marchandises. Cette fois-ci, les recommandations qui ont été prises, on a ciblé les personnes qui doivent les mettre en œuvre. Donc, des organisations africaines ont été mises devant leurs responsabilités pour la mise en œuvre de ces résolutions. Ce qui veut dire que chaque organisation, en repartant chez elle, devrait travailler lors de ses conseils d'administration, lors de ses rencontres, à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés,
puisque nous aurons l'occasion de faire l'évaluation à la prochaine session, donc au prochain symposium. Et pour le premier responsable du département en charge du transport burkinabé, ces conclusions suivies des recommandations seront examinées avec la plus grande attention. Ce qui va permettre de faire de ce symposium international un outil de management pour la mise en œuvre d'une stratégie en matière de promotion du transport. Les lampions s'éteignent ainsi sur le Transloc Africa 2012 et un autre regard se tourne vers la prochaine édition prévue du 7 au 9 octobre 2014 à Ouagadougou. Un atelier national se penche sur la validation des critères et indicateurs du développement durable au Burkina. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a conduit l'élaboration du document avec l'appui du PNUD et de l'ambassade du Japon. Il fait un examen des activités des départements ministériels et des autres acteurs en matière de développement durable. Reportage Sié Sylvestre Da. Ces représentants des différentes couches sociales du Burkina réunis à Ouagadougou se donnent 48 heures pour valider le document sur les critères et indicateurs du développement durable. Le document s'intègre dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et permet d'évaluer les projets et programmes des différentes structures publiques comme privées afin de voir les liens entre les secteurs économiques ainsi que leur influence sur le bien-être des populations. Par exemple, si on demande la part du budget de l'État alloué à l'environnement. Alors vous voyez que le secteur de l'économie est concerné, mais on essaie de voir le lien avec le secteur de l'environnement. On peut demander par exemple la part du tourisme allouée aux collectivités, parce que le social est très capital dans le dispositif. Si un groupe de personnes vit dans l'opulence, à côté effectivement d'une population pauvre et qui ne se soucie pas, il y a difficulté. C'est de là également que découlent les notions de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà un peu quelques exemples et la façon dont nous avons approché les critères et indicateurs au Burkina Faso. L'importance des critères et indicateurs a nécessité l'implication de plusieurs acteurs au sein d'un comité technique de suivi mis en place en 2010 et piloté par le Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Le document, sans être exhaustif, se compose d'une cinquantaine d'indicateurs. C'est un document attendu par le gouvernement, c'est un document attendu par les ONG, c'est un document attendu par tous les partenaires techniques et financiers, puisque ces indicateurs font naturellement interagir l'ensemble de tous les piliers du développement durable, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnement, tout en tenant compte, j'allais dire, de l'aspect culturel local. Mais ceci dit, ces critères qui vont être dégagés d'ici demain ne vont pas remettre en cause les critères sectoriels qu'il y avait au niveau de chaque département. Le processus d'élaboration des critères et indicateurs de développement durable a bénéficié de l'appui du PNUD et de l'ambassade du Japon. Les résultats de la présente rencontre de validation seront transmis au Conseil des ministres pour adoption avant son entrée en vigueur comme document de référence sur l'ensemble du territoire national. La Chambre des mines du Burkina en visite à Semafo dans le Moun. Ce déplacement du regroupement des acteurs des mines au Burkina entrait dans le cadre d'une tournée pour s'informer et assurer une visibilité des activités des différentes mines. Avant Mana, Taparko et Yuga avaient été visités. Commentaire Abdelaziz Yagibou. Aussitôt arrivés sur le site minier de Semafo à Mana dans la boucle du Moun, les administrateurs de la Chambre des mines du Burkina ont eu droit à des exposés PowerPoint à l'appui avant d'entamer leur visite. Question de les briefer sur l'évolution de la mine et des activités qui y sont menées. L'enjeu étant de tirer des leçons pour une meilleure conduite des activités sur chacun des sites miniers du Burkina. Au lieu d'être à Ouaga pour parler des mines et de leurs conditions d'exploitation, il était bon de se déplacer sur les sites et d'échanger d'abord entre nous, acteurs du secteur minier, sur les problèmes que nous rencontrons, voir les solutions que les uns et les autres ont pu trouver, et mutualiser nos efforts et essayer de faire en sorte que le secteur minier au Burkina s'inspire des meilleures pratiques internationales en la matière. Les aspects environnementaux, sanitaires, sécuritaires, financiers, les conditions d'exploitation, les réalisations socio-communautaires ont été dévoilées aux visiteurs à l'occasion. Une visite qui s'est voulue une opportunité pour communiquer sur la contribution des investisseurs à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines.
Ce qui nous a frappé ici, c'est surtout les aspects de stabilité dans la gestion des communautés. Au moins, on se rend compte ici qu'il y a des acquis où ils ne sont pas sujets à des réclamations journalières. L'autre aspect, c'est surtout au niveau de sésame, l'agriculture, là où ils ont mis beaucoup l'accent dessus, et aussi sur l'éducation. Le site de Mana est une mine d'or à ciel ouvert inaugurée en 2008 qui emploie de nos jours plus de 1200 personnes. Parmi elles, plus de 680 Burkinabés, dont 225 ressortissants de la zone. L'apport du secteur privé sanitaire dans le système sanitaire national, évalué par le groupe de la Banque mondiale, fruit d'un processus qui a duré 10 mois, le rapport a été remis hier aux autorités sanitaires du pays. Reportage Wendata Nathalie Kaori. Depuis sa libéralisation en 1991, le secteur sanitaire privé a connu une forte croissance au Burkina Faso, avec 382 établissements sanitaires privés recensés en 2010. Le rapport qui a été élaboré sur le secteur sanitaire privé au Burkina Faso contient des éléments dont la prise en compte permettra à ce secteur de mieux participer à l'offre de soins aux populations. Sur 100 personnes qui vont consulter, il y a au moins 20 qui sont allés dans le secteur privé pour soigner leur maladie. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, les autres éléments que ce rapport examine, c'est la question d'abord de la formation. À ce niveau, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui débute et probablement un domaine qu'il faut renforcer. L'autre élément, c'est la production de médicaments. Là, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est presque inexistant et qu'il faut renforcer. En n'omettant pas la question du financement, la question de fiscalité qui ont été des questions essentielles. Pour les acteurs du secteur sanitaire privé, ce rapport vient à point nommé dans le sens où il permettra de renforcer la collaboration entre le privé et le public. En fait, l'étude de l'initiative Santé en Afrique est venue combler un vide. Dans ce pays, il existe un secteur de soins de santé complémentaire pour que les populations qui ont besoin de l'offre de soins en bénéficient. Et c'est ça qui est très très important parce que nous avons la même vocation, soigner les malades. Il ressort également de ce rapport que près de 20% des établissements sanitaires privés au Burkina fonctionnent sans autorisation. Ces établissements emploient en majorité un personnel issu du secteur public. Aussi, les acteurs de la santé présents à la remise du rapport ont suggéré la nécessité d'assainir le secteur sanitaire privé afin qu'il réponde mieux aux besoins de santé des populations. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale communique déjà de belle manière, mais le département veut renforcer cette communication afin de jouer à fond la transparence pour plus d'efficacité dans ses actions. Ainsi, un atelier d'information sur la stratégie de communication du département se tient depuis hier à Kombisri et regroupe une centaine de participants. Reportage Estelle Judith Assorba. La rencontre de Kombisri avait pour objectif de mettre tous ces agents au même niveau d'information. Deux types de communication sont au programme de cet atelier d'une journée, la communication interne et la communication externe. Tous reconnaissent en tout cas qu'au sein du ministère de la fonction publique, des efforts sont faits en termes de communication à l'externe. Maintenant, seulement au niveau de la communication à l'interne, il y a des efforts faits, mais il y a toujours des déficits. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici, ensemble avec les premiers responsables de ce ministère, pour voir quels sont les efforts encore à fournir. L'accent est mis sur le volet interne car c'est surtout à ce niveau qu'il y a un déficit de communication. Il a été question de plusieurs outils qui ont été développés pour permettre à l'usager quand même d'avoir un certain nombre d'informations. Au passage, je cite le système Alias, qui est le système d'accès aux informations administratives et salariales au bénéfice des fonctionnaires qui leur permet de suivre leur carrière en ligne. Il y a aussi le système Previous qui est donc au bénéfice aussi des fonctionnaires qui voient à travers ce système leurs cotisations pour voir s'ils sont à jour, pour retraités aussi de suivre leurs dossiers de pension et puis aussi l'estimation de la pension en ligne
pour voir quelle pension on toucherait quand on ira à la retraite. Le système de renseignement au concours de la fonction publique via SMS et le répertoire d'adressage des structures publiques ont été présentés et expliqués aux participants. Ils ont aussi eu droit à une présentation des sites web rénovés de la fonction publique et de celui dédié au concours. Prenons la mesure de l'aspect sécuritaire et vraiment il n'y a pas de souci par rapport à la sécurité. Nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. C'est pourquoi nous avons sécurité le système alias par exemple par un mot de passe confidentiel qui est généré et attribué aux fonctionnaires. On lui demande de le changer et de le garder de façon secrète. Il en est de même pour le système Prévus aussi qui a un code vraiment secret. Ces connaissances acquises feront certainement de ces agents des professionnels des outils et techniques de communication pour la transparence des activités dans le département de Soungalo Apollinaire Ouattara. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.